Bienvenue dans Expertise croisée, le podcast de Nexialogue. Ici, nous décryptons les enjeux du risk management et de la data. Que vous soyez professionnel de la finance et des données, étudiant ou simplement passionné, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Expertise croisée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi brûlant que stratégique, la réélection de Donald Trump et ses répercussions potentielles sur la transition climatique et la finance durable aux États-Unis comme à l'échelle mondiale. Au-delà des craintes, pourrait-il y avoir des opportunités déguisées dans ce contexte ? Pour décrypter cette situation complexe, nous avons la chance d'être accompagnés par deux experts du sujet, Céline Toubon et Luc Vermogoshi, respectivement manager et directeur Sustainability chez Nexialogue Consulting. Céline, Luc, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Pour introduire ce sujet, est-ce que selon vous, la réélection de Donald Trump pourrait marquer un frein finalement significatif à l'élan des États-Unis, mais aussi du monde vers une véritable transition climatique ? C'est un peu la question qui fait trembler les partisans de la durabilité actuellement, et ce surtout depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche il y a quelques semaines, puisqu'en effet, lors de son premier mandat, le président américain avait adopté une approche clairement antagoniste aux initiatives ESG, à la fois marquée par le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, mais aussi par une fuite en avant sur la question des énergies fossiles. Ainsi, ma question pour vous est, est-ce qu'il faut craindre selon vous une nouvelle vague de retrait des engagements sous Trump 2.0 ? Effectivement, le 20 janvier dernier, donc soit le jour même de son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a signé la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Ceci au risque de compromettre grandement l'objectif collectif de contenir la hausse des températures à 1,5 degré. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le président, fraîchement réinvesti, donne ainsi un signal très clair de désengagement pressé envers les questions environnementales mondiales. Trump a justifié cette décision par la priorité qu'il veut donner à l'économie nationale et à la souveraineté énergétique, qu'il a d'ailleurs symbolisé par le slogan « Drill, baby, drill ». Donc l'administration Trump est bien décidée à favoriser en premier plan l'exploitation massive des énergies fossiles. D'ailleurs, 2 des premiers décrets présidentiels appellent effectivement à encourager le développement de nouveaux projets de ce type, et ce partout sur le territoire américain. Tout à fait, Céline. Il y a plusieurs lectures et plusieurs degrés d'application des mesures constituant le programme ou la volonté politique de Donald Trump. Et il est très important de comprendre les réelles conséquences et les implications directes de ces déclarations ou des décrets qu'il a signés depuis quelques semaines pour distinguer ce qui ne relève que des simples effets d'annonce de ce qui bouleversera nos équilibres en profondeur. Tout d'abord, nous avons la simple posture, le paradigme. À ce niveau, on expose une vision, une idée, un idéal, mais on n'annonce rien. En 2, l'annonce ou l'effet d'annonce. Celle-ci a un véritable but politique, mais n'est pas suivie d'actes concrets. En 3, nous avons le désengagement, la fin des ambitions de décarbonation au niveau étatique, par exemple, la suppression de certaines subventions vers certains secteurs, des mesures qui concernent uniquement le fonctionnement de l'État, une suppression des labels, un retrait des alliances, des pactes, des organisations. Et enfin, en 4, la vraie dérégulation. Un allègement du cadre réglementaire, un allègement franc, une simplification massive des textes, voire une suppression de ces textes. Et bien sûr, il faut que tout cela soit suivi au niveau fédéral, ce qui est loin d'être acquis. De manière générale, prenons un tout petit peu de hauteur. La stratégie politique de Donald Trump semble claire. Annoncer les mesures les plus brutalement opposées au cadre en vigueur, de manière à déplacer le barycentre de ce qui sera, in fine, à la fin des fins, accepté et implémenté. Mais tout cela, nous ne le savons pas encore. Merci Céline et merci Luc pour vos éclairages sur les premières mesures et leur portée réelle. Donc là, on comprend bien qu'au-delà des effets d'annonce, l'application concrète de ces décisions dépendra de nombreux facteurs. Et qui plus est, durant sa campagne électorale, Donald Trump a menacé le démantèlement de l'Inflation Reduction Act, qui est la loi sur la réduction de l'inflation. Donc ma question est, selon vous, qu'en est-il aujourd'hui et est-ce que Donald Trump en restera aux simples effets d'annonce ? Alors quelques rappels tout d'abord sur l'Inflation Reduction Act. Elle a été adoptée sous l'administration Biden en 2022 et cette loi est donc structurée autour d'un plan d'investissement de 369 milliards de dollars qui est dédié à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à des crédits d'impôt sur les énergies propres. L'IRA prévoit notamment des incitations financières pour des projets liés aux véhicules électriques, à l'énergie éolienne, solaire, hydrogène ou encore nucléaire. Mais donc, en plus de définir le plan énergétique des États-Unis, l'IRA s'avère être un véritable plan de relance industrielle visant à développer une industrie verte américaine
tout en relocalisant aux États-Unis la chaîne de valeur des climatech. Mais finalement, un retrait total de l'IRA semble assez peu probable. Pourquoi ? Tout d'abord parce que le mix énergétique américain n'est plus celui d'il y a 10 ans. Par exemple, l'éolien est devenu la seconde source de production d'électricité dans l'État du Dakota du Nord, qui était traditionnellement l'un des plus polluants. Et de plus, au cours des 2 dernières années, les républicains eux-mêmes ont largement bénéficié de l'IRA. Près de 85% des investissements dans les technologies innovantes, qui accélèrent donc la décarbonation et la dépollution des industries. Pensons par exemple à la fabrication des batteries, au déploiement des panneaux solaires. Ces investissements se sont dirigés vers les États républicains. Donc les États comme par exemple le Texas, qui ont reçu d'importantes subventions pour développer les énergies renouvelables, tenteront certainement de ne pas les abandonner. Ainsi, les annonces tranchantes de Donald Trump relatives aux réglementations pourraient bien se heurter à la complexité du terrain économique et aux intérêts industriels américains. Les industries propres représentent aujourd'hui pour les États-Unis des emplois, un marché, des produits, des pans entiers du commerce extérieur. Pour Trump, il serait totalement contre-intuitif d'utiliser l'argument de la compétitivité pour s'en prendre à la santé économique de ces secteurs-là, de ces nouvelles industries. C'est probable, tout simplement car cela créerait de nombreux déséquilibres entre offre et demande d'énergie. On pourrait même dresser le même parallèle avec l'ensemble des mesures prises par Donald Trump jusqu'à aujourd'hui, y compris les plus surprenantes, comme celle par exemple du retour des pailles en plastique dans l'administration. Même pour les pailles en plastique, des entreprises se sont depuis de nombreuses années spécialisées et sont partenaires des chaînes de restauration rapide et des hôtels américains. A contrario, depuis 5 ans, la production des pailles en plastique n'est plus dans les priorités stratégiques de nombreuses entreprises productrices et les chaînes de production sont même mises à l'arrêt, voire ont été transformées. Gageons qu'en tant qu'homme d'affaires sensible au lobby, en l'occurrence le lobby de la paille en carton, Trump n'ira probablement pas plus loin s'agissant de cette question. De plus, le drill baby drill de Donald Trump se heurte à l'absence de volonté des big oil. Pour une raison très simple, depuis 2010, et grâce aux extractions massives de schiste argileux, les US ont maximisé leur stock de pétrole. Si les États-Unis se lançaient aujourd'hui dans une seconde vague d'extraction massive, et donc se retrouveraient dans une situation de surproduction, voire d'impossibilité de stockage, les effets prix impacteraient considérablement les rentabilités des entreprises, quand bien même la Chine aurait un besoin énorme de pétrole à importer aujourd'hui. Merci pour cette analyse qui met en lumière les enjeux économiques et industriels derrière donc ces décisions politiques. Et on voit bien que malgré les annonces radicales, on a des contraintes de marché et des intérêts financiers qui pourraient venir freiner certaines mesures. Et donc, au cours de son premier mandat à la présidence des États-Unis, Donald Trump n'avait pas hésité à détricoter de nombreuses réglementations environnementales. Il paraît clair donc que le scénario pourrait aujourd'hui se reproduire, voire s'intensifier. Quelles sont, selon vous, les réactions et les conséquences côté finance et investissement durable ? Alors, la posture anti-régulation de Donald Trump pourrait décourager les investissements verts en portant un coup au marché de la finance durable, pourtant véritable poumon de la transition bas carbone. Ces investissements se sont profondément développés en Europe et ont émergé aux États-Unis, notamment sous les 2 précédentes mandatures démocrates, grâce à un climat politique et économique favorable. Au cours des 2 dernières années, les républicains ont lancé une guerre contre l'investissement ESG, poussant donc de nombreux États à boycotter les sociétés et les gestionnaires de fonds ESG. Alors avec la réélection de Trump, ces batailles devraient s'intensifier. L'une des recommandations du projet Trump pour 2025 d'ailleurs est de permettre aux administrateurs de fonds de pension de ne considérer que les questions financières, donc sans inclure les enjeux ESG dans toutes leurs décisions d'investissement. Donc cette position anti-ESG de Donald Trump avait déjà eu d'ailleurs un impact avant même son élection. Selon Morningstar, les fonds durables américains ont enregistré des sorties de capitaux de 9 milliards de dollars au premier trimestre 2024, marquant un ralentissement significatif par rapport aux périodes précédentes. Sans oublier d'inquiétantes évolutions récentes, cette fois côté gestion d'actifs. En effet, plusieurs grandes banques américaines ont récemment annoncé leur départ de l'alliance Net Zero Asset Manager Initiative, NZAM, une alliance internationale formée fin 2020 qui rassemble 300 sociétés de gestion autour de l'engagement en faveur de la neutralité carbone à horizon 2050. Et le 10 janvier dernier, BlackRock, qui est donc le numéro 1 mondial de la gestion d'actifs, a quitté l'alliance. Alors bien que plusieurs ex-membres disent conserver, malgré leur retrait, leurs engagements individuels en faveur de la neutralité carbone, c'est quand même un coup dur pour la lutte contre le changement climatique. La NZAM a conséquemment annoncé qu'elle stoppait ses activités. Dans la même veine, la Defense,
donc à savoir, je le rappelle, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, formé lors de la conférence sur le climat COP26, a annoncé que l'objectif de neutralité carbone n'était finalement pas obligatoire pour ses membres. Donc toutes ces mesures reflètent la volonté des groupes de se protéger de la pression politique climato-sceptique insufflée par le retour de Donald Trump. Mais que vaut alors la finance durable mondiale sans la participation des principaux acteurs américains ? C'est tout à fait vrai, et même constat côté banque, avec la NZBA par exemple, et les annonces récentes de la plupart des grandes banques américaines. Toutefois, à mon sens, il ne faut pas faire d'amalgame entre le cadre réglementaire et associatif, qu'il soit public ou privé, et la réalité économique et financière. Je m'explique. Le danger qui, aujourd'hui, il est vrai, plane sur les labels, les alliances, les pactes, peut-être même les réglementations, n'aura probablement pas d'effet profond et pérenne sur le développement des secteurs à impact comme la géothermie, les matériaux recyclables, les voitures électriques par exemple, surtout aux États-Unis. Les secteurs porteurs restent porteurs. Les acteurs les plus émissifs, eux, restent soumis à l'équation du risque climatique et à l'épuisement des ressources, ce qui les pousseront également à se décarboner, quand bien même les programmes politiques aujourd'hui ne poussent pas en ce sens. Avant 2020, avant la décennie en cours donc, l'absence de réglementation ESG forte n'a jamais véritablement empêché l'émergence d'un marché des financements à impact. Les investisseurs institutionnels et les épargnants font aujourd'hui le choix de flécher une partie de leur épargne ou de leur investissement vers ces produits-là, les produits donc durables, les produits à impact, à condition bien sûr que ceux-ci soient au moins aussi rentables que les autres sur le long terme, ce qui est le cas sur les horizons 5 ans par exemple. De la même manière, les investissements aux États-Unis peuvent, il est vrai, décélérer, mais les raisons profondes qui justifient le choix d'investir dans ces projets-là ne disparaissent pas et ne disparaîtront probablement pas. À mon sens, il faut aujourd'hui totalement sortir du paradigme selon lequel l'ESG devrait être soumis à une sorte de dilemme moral après que celui-ci ait été mis en balance avec les notions de compétitivité, de profitabilité, etc. La principale raison à cela est que le changement climatique existe. Il s'observe déjà et a des impacts sur les marges des entreprises, et les business models aujourd'hui tentent déjà de s'adapter aux conséquences observables. Le dilemme n'est donc pas moral mais économique. Et faire fi du risque climatique aujourd'hui serait une erreur fondamentale, y compris pour les États-Unis. En d'autres termes, le risque physique va se substituer au risque de transition, pour prendre des termes plus experts, et celui-ci ne peut plus être ignoré. Certains États américains, comme la Floride ou la Californie, seront d'ailleurs en première ligne pour le constater. Merci Céline et Luc pour vos analyses qui finalement nuancent les inquiétudes et replacent les dynamiques économiques au cœur du débat. On comprend donc que malgré les incertitudes, les fondamentaux de la finance durable restent solides. Donc en conclusion, est-ce que selon vous, il convient de rester confiant par rapport à l'avenir de la réglementation ESG et de la finance durable ? Mais aussi, peut-on aller jusqu'à parler dans ce contexte d'une nouvelle présidence Trump comme finalement d'une opportunité pour l'Europe ? 10 ans d'intégration de cadres ESG n'ont pas mené à la disparition des acteurs des énergies fossiles. Donc, de la même manière, on peut supposer que quelques années de présidence Trump ne suffiront pas à faire reculer la finance durable, ses investisseurs et ses créditeurs. Au contraire, l'Europe pourrait en profiter pour devenir leader en centralisant les investissements et en créant un hub financier attractif, également en se tournant davantage vers l'Asie. Curieusement, quelques décideurs européens semblent se laisser éblouir en ce moment par quelques effets d'annonce ou par la perception que l'Europe s'enfoncerait dans le Moyen-Âge en régulant l'intelligence artificielle et la durabilité. Ne surréagissons pas en démêlant des années de construction réglementaire utile et le pacte vert européen par exemple, bien que celui-ci, oui, doivent effectivement être sujet à une large simplification et davantage d'opérabilité pour les acteurs. Et enfin, surtout, prenons le sujet de la compétitivité européenne exclusivement sous l'angle économique, le seul qui, selon nous, doit être réellement pertinent ici. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le retour de Donald Trump soulève des défis majeurs, mais aussi des opportunités à saisir pour repenser la finance durable. À bientôt!